j'ai été impliqué dans un laboratoire national américain de la Commission de l'énergie atomique qui s'appelle le Brookhaven National Laboratory, où j'ai, avec des collègues, établi ce qu'on appelait la forêt gamma, c'est-à-dire c'est une forêt qui est irradiée par une source intense radioactive de rayons gamma, en l'occurrence du césium-137, et de façon à voir comment un écosystème forestier se comporte sous ce stress très important. Pourquoi les Américains étaient-ils intéressés à cela? Eh bien parce que on parlait beaucoup de guerre nucléaire à l'époque, et c'était également la période des tests de bombes nucléaires. On s'était aperçu que, curieusement, les arbres appartenant au groupe des conifères sont aussi radiosensibles que l'homme. Donc la dose létale 50, comme on l'appelle, pour le pin est la même que celle pour l'homme. Et donc on craignait, en cas de conflit nucléaire, en plus des problèmes humains, que tout l'hémisphère nord, couvert de forêts dites boréales, composées essentiellement de conifères, soit atteint et meurt, ce qui provoquerait des perturbations encore plus importantes que celles, peut-être pas plus importantes, en tout cas relativement importantes par rapport aux dégâts sur la population humaine. Et donc les Américains finançaient des recherches, et nous avons établi cette forêt gamma qui a fonctionné pendant plusieurs années, qui a donné des résultats fort intéressants sur le comportement donc d'un écosystème soumis à un stress constant. Et ça a servi un peu de modèle pour d'autres aspects des interférences de l'homme sur la biosphère, c'est-à-dire le stress chimique, les pollutions chimiques. Donc j'étais à ce moment-là j'étais sur ce qu'on appelle un tenure track à Yale University. J'aurais pu rester là, mais j'ai été sollicité par Euratom, qui venait de s'établir à ce moment-là. Euratom, donc, objet d'un des 3 traités établissant la Commission européenne, établissant la Communauté économique européenne, comme vous savez sans doute, le charbon, l'acier, Euratom, etc. Et Euratom avait pris possession d'un centre commun de recherche, avait établi un centre commun de recherche et avait pris pour sa possession d'un centre nucléaire italien, près du lac Majeur, un endroit qui s'appelle Ispra, c'est le nom du village où se trouvait ce centre. Et la personne dirigeant les programmes de radiobiologie donc m'a offert d'aller ouvrir un laboratoire là, qui devait examiner les aspects écologiques de l'utilisation d'énergie nucléaire. Donc l'impact sur les milieux aquatiques, les milieux terrestres, etc. C'était, comme je vous le disais, l'époque où les tests de bombes dans l'atmosphère étaient très fréquents, américains, soviétiques, chinois, français, etc. Et donc la biosphère était contaminée par des radioéléments de strontium, césium, etc., qui causaient des inquiétudes considérables. On a pu, à certains moments, on a interdit la consommation de lait, par exemple, en Angleterre, à un certain moment, parce que le lait était contaminé par de l'iode radioactive. Et donc, c'était un sujet fort important et en même temps intéressant du point de vue scientifique parce que ces radioéléments peuvent servir de traceurs, donc suivent les flux de matière dans l'environnement et permettent ainsi d'établir certaines relations et éventuellement certaines lois de fonctionnement des écosystèmes. Donc nous avons exploité ça à fond, je veux dire, et avons produit un certain nombre de publications. C'était fort intéressant d'être dans le cadre européen. Pour moi, ça m'intéressait nettement plus que de rentrer dans un cadre exclusivement belge, parce que l'envergure est plus grande et les possibilités d'action sont évidemment d'autant plus grandes. L'esprit était très bon, il y avait un grand enthousiasme pour l'Europe déjà à l'époque, et donc c'était vraiment très, très intéressant. À la fin de ma période
de ma carrière à la Commission européenne, j'étais chargé de deux choses. La première, c'était au moment de la chute du mur de Berlin, et l'Union européenne, enfin on ne l'appelait pas encore l'Union à l'époque, la Communauté européenne a consacré des ressources relatives importantes aux pays de l'Est pour les mettre à niveau. Ça s'appelait phare, du nom P, Pologne, H, Hongrie, assistance à la reconstruction, choses comme ça. Et donc j'avais le volet environnemental des programmes phares en Pologne, en Tchécoslovaquie, durant les années de transition, ce qui était aussi fortement intéressant parce que ces pays avaient d'une part une pollution extrêmement importante et très mal contrôlée dans les bassins de Silésie par exemple, mais par contre des espaces verts quasi intouchés par l'homme en grande quantité. C'était un peu le contraste là. Alors qu'à l'est, à l'ouest plutôt de l'Europe, là on contrôle assez bien la pollution. Assez bien, je ne dis pas complètement, mais les espaces naturels, évidemment, sont beaucoup plus menacés. Et donc j'ai fait ça pendant quelques temps, à temps partiel, bien sûr, avec de nombreuses missions dans ces pays-là et de financement de projets. Et puis, on a créé une agence européenne de l'environnement. C'était au temps où Jacques Delors était président de la Commission, et il avait décidé que la Commission devant s'occuper de tas de questions techniques qui finalement la détournaient un peu de sa fonction essentiellement politique, du moins c'était l'opinion de Delors, c'est peut-être plus la même chose maintenant. Donc qu'il fallait créer des agences techniques pour des missions dont la Commission était spécifiquement chargée, par exemple le contrôle des médicaments avant de les mettre sur le marché, et une agence européenne de l'environnement. Et donc Jacques Delors a décidé qu'il fallait il a dit, bon, on fait une politique de l'environnement depuis une quinzaine d'années, nous voulons savoir si elle sert à quelque chose et comment on peut éventuellement améliorer, et donc il nous faut une agence indépendante, relativement indépendante, qui puisse faire un état des lieux de manière très sérieuse, voir quel est l'état de l'environnement, quelles sont les pressions sur l'environnement, quels sont les résultats des politiques appliquées, et donc pour ça on fait une agence. Et alors je venais de prendre ma retraite, limite d'âge, mais on m'a demandé de mettre sur pied cette agence, que j'ai fait pendant 3 ou 4 ans. Initialement, il y a eu tout un problème parce que les pays ne se mettaient pas d'accord sur le site des agences. C'était un problème couplé à celui du site permanent des institutions européennes. Et est-ce que la Commission va demeurer de manière permanente à Bruxelles et le Conseil des ministres? Et alors l'agence de l'environnement, où va-t-on la mettre? L'agence des médicaments, etc. Et finalement, le problème était résolu par la présidence belge du Premier ministre de Hahn, qui, avec son talent de politicien pouvant bâtir des compromis, a résolu le problème, je crois que c'était en octobre 1991, où on a décidé que telle et telle agence serait à tel et tel endroit, et que, évidemment, le siège permanent de la Commission et du Conseil et une partie des sessions du Parlement tiendraient à Bruxelles de manière permanente. Et donc l'agence était placée à Copenhague, Danemark, pays à l'avance en ce qui concerne l'environnement, et très intéressé à voir l'agence. Mais cette période intermédiaire avait duré 2 ou 3 ans, ce qui nous a permis de préparer ce qui fut le premier rapport sur l'état de l'environnement européen, pan-européen, y compris l'Union soviétique, qui était en modification à l'époque. Rapport qui nous a été commandé par une conférence des ministres européens d'environnement qui s'est tenue à Prague, près de Prague, dans un château qui se trouve dans une localité qui s'appelle Dobřiš. En tchèque, on dit Dobšiš, semble-t-il. Et le rapport a été appelé le rapport Dobšiš sur l'état de l'environnement pan-européen, qui est sorti finalement en 1995, mais les travaux ont été faits avant cela. Donc l'agence s'est mise en route, et je l'ai suivi très près parce que j'étais nommé président du comité scientifique de l'agence pendant le maximum possible de mandats. Et puis j'ai servi comme représentant belge dans le conseil d'administration de l'agence. Et
Et donc, j'ai pu voir cette agence bien se développer, elle a eu de bons directeurs, et je crois qu'elle apporte une contribution extrêmement importante au progrès européen en matière non seulement d'environnement, mais dans la dimension environnementale du développement durable, qui est évidemment le paradigme actuel.